messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. On dit qu'il y a eu moins de plaintes au centre de santé et des services sociaux des Aurores boréales au cours de l'année 2012-2013. Alors, une bonne nouvelle pour les usagers en général et également pour le centre de santé des services sociaux des Aurores boréales. Alors, tout ça, j'en discute avec la commissaire aux plaintes à ce centre de santé, Mme Julie Lahaye. Madame Lahaye, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation, Mme Lahaye. C'est très gentil à vous. Ça fait plaisir. On dit, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment une bonne nouvelle? Là, on parle, moi, dans mon intro, je disais qu'il y a eu moins de plaintes, mais c'est pas tout à fait ça. Vous allez me corriger. Oui, en fait, concrètement, effectivement, il y a eu une plainte de moins que l'année dernière. Donc, on a eu 60 plaintes comparativement à 61 l'année dernière. Oui. C'est dans nos normales, on tourne toujours autour de ça. Ce qu'on a eu de moins, dans le fond, c'est des objets de plainte. C'est-à-dire que... Ouais, là, j'aimerais ça que vous nous expliquiez la différence entre une plainte et l'objet d'une plainte. Donc, en fait, quand une personne va déposer une plainte, c'est possible qu'elle ait un seul motif d'insatisfaction, donc un seul objet de plainte, mais elle peut en avoir plus qu'un. Donc, si par exemple, quelqu'un se présente à l'établissement, il trouve qu'il a attendu trop longtemps à l'urgence, ensuite il trouve que l'infirmière au triage, elle lui a fait mal quand elle a pris sa pression, puis qu'ensuite il n'est pas satisfait de la décision du médecin, mais il va y avoir trois objets dans sa plainte, et non pas un seul. Donc, nous, c'est nos objets de plainte. Donc, c'est une plainte, mais... trois objets à l'intérieur de la plainte. Je peux avoir, dans le fond, 4 plaintes, mais avoir 20 objets de plainte dans ces 4-là. Puis au contraire, je peux avoir 20 plaintes, mais avoir juste un objet de plainte par plainte. Donc, avoir le même nombre d'objets de plainte. Donc, c'est une petite distinction. Et pour nous, cette année, dans le fond, on a eu une diminution de 20 de nos objets de plainte, donc de nos motifs d'insatisfaction. On est passé de 102 l'année dernière à 80 cette année. OK. C'est dû à quoi? Ben écoutez, c'est difficile à expliquer, faut pas se le cacher, parce que d'une année à l'autre, ben les gens trouvent pas, on dépose pas nécessairement des plaintes sur les mêmes objets, sur les mêmes motifs. Ça dépend vraiment de ce que eux ont vécu. C'est sûr que on pense que l'établissement est dans un processus toujours d'amélioration continue de la qualité. Je pense que ça, c'est certain que ça a un impact sur la diminution. Oui, sûrement. Les employés aussi sont de plus en plus sensibilisés à leur rôle envers la qualité des services. C'est pas juste l'affaire des gestionnaires, c'est pas juste l'affaire de la commissaire aux plaintes, c'est l'affaire d'un peu tout le monde, la qualité des services. Puis ça, je pense que les employés là, de tous les niveaux le prennent de plus en plus à cœur. Fait que ça transparaît également dans la satisfaction des usagers. Là. Pour en revenir justement au motif d'insatisfaction, c'est quoi les principaux ou le principal motif? Bien, en fait, nous, c'est séparé là, dans des catégories très techniques du ministère. L'établissement, ce qui est sorti le plus fort cette année avec 27 des objets de plainte, c'est les soins et services dispensés. Mais ce qui est important de préciser, c'est que ça, c'est très, très varié. Ça peut aller de la décision clinique, ça peut être un traitement, une intervention qui a été soit fait avec un manque d'habileté ou qui a été mal fait ou que l'usager n'est pas certain que c'était le bon traitement qui a été appliqué. Donc, c'est très large. Faut pas penser que c'est une mauvaise qualité de l'ensemble des soins et des services. C'est vraiment certains éléments spécifiques là, qui ont été constatés par les usagers. Le processus de transfert rentre là-dedans également. Donc, que ce soit un transfert vers un autre établissement ou entre CHSLD, par exemple. Donc, c'est des choses qui rentrent dans les soins et services. Parce que c'est sûr que l'attente, on n'est pas exempt de ça, nous autres, chez nous, en Abitibi-Ouest, parce qu'on parle du centre de santé des Aurores boréales, mais si on parle aussi régional, c'est la même chose. Et au niveau provincial également, c'est la même chose. On ne peut pas arriver à l'urgence, puis passer de suite, là, à moins d'un cas extrême, là, j'en suis persuadé, parce qu'au centre de tri, justement, il est là pour ça. Sauf que est-ce qu'on peut inclure dans des plaintes ou motifs de plainte, c'est trop long, le temps d'attente, ça n'a pas de bon sens. Est-ce que vous en avez de ça? Je vous dirais que j'ai à peu près 5-6 plaintes par année sur le délai d'attente. Donc, à l'urgence. Sur le nombre de personnes qui font ça, je pense qu'on a 21 000 visites par année à l'urgence. Ce n'est pas gros. Donc, c'est très marginal. C'est ça, oui. Et ce qui, moi, me rassure en tant que commissaire aux plaintes, c'est que les plaintes que je reçois,
Effectivement, c'est des gens qui ont eu des délais d'attente de 6-7 heures, mais ce sont ce qu'on appelle les priorités 4 ou 5. Donc, c'est des cas qui, malheureusement, sont un peu moins urgents, mais on comprend qu'ils n'ont peut-être pas d'autres endroits où aller en ce moment. Donc, l'établissement travaille fort là, pour améliorer l'accès aux services médicaux et tout et tout. Okay. Mais c'est pas les cas, justement, qui sont urgents. Si j'aurais des priorités 2, 3, donc des cas vraiment urgents qui attendraient, que là, ça me préoccuperait énormément. Mais ce qu'on fait à chaque fois qu'on reçoit ce type de plainte-là, on va regarder est-ce que l'évaluation a bien été faite, est-ce que les réévaluations ont été faites, donc est-ce que la sécurité de l'usager a été mise en question à un moment donné durant l'attente. Puis si les réponses sont non, puis que la personne a attendu en sécurité selon son niveau de priorité, bien pour nous, c'est quand même rassurant. Ce qui n'empêche pas que l'établissement doit travailler pour améliorer, évidemment, l'accessibilité. Oui, c'est sûr, parce qu'il y a toujours place à amélioration. Toujours, c'est un processus continu. Hein. Et voilà, exactement. Si on parlait, c'est quoi qui est étudié exactement? Là, on parle de l'attitude du personnel, délai d'intervention, traitement reçu, on parle de niveau de confort, d'accessibilité. Si on y allait un peu, là, item par item, c'est quoi là exactement? Ben, en fait, vous voulez dire comment on fait l'enquête? Comment vous faites l'enquête? Ben, je me suis peut-être mal exprimé. Non. Comment on fait l'enquête? C'est quoi qu'on étudie dans cette enquête? Ça dépend vraiment justement de l'objet de plainte. Hein? C'est sûr qu'il y a toujours une enquête qui est faite. Donc, soit qu'on va aller voir sur le terrain, constater comment ça fonctionne. Est-ce qu'il y a des politiques, des procédures claires que les employés connaissent et savent appliquer? Si c'est des questions d'habileté ou de relations interpersonnelles, donc l'attitude, on va évidemment rencontrer l'employé, lui rappeler ses obligations professionnelles, lui rappeler son code d'éthique. Donc, dans le fait, on fait vraiment une enquête. On a 45 jours pour la faire. Et suite à ça, si on voit qu'il y a peut-être des mesures correctives qui pourraient être apportées pour améliorer les services, bien, on va s'organiser pour pouvoir les mettre en place. OK. Parce que on entend, malheureusement dire, je dis malheureusement dire, parce que je suis certain que ce n'est pas le cas, mais très souvent, on va entendre dire pourquoi je vais porter plainte, pourquoi que je vais avoir un motif de plainte, ils s'en occuperont même pas. Bien, écoutez, ça, c'est un processus qui est tellement balisé, c'est pas vrai qu'on peut pas s'en occuper c'est maintenant. Ça, exactement. C'est rendu très encadré, donc c'est un processus très formel, très légal. Donc, ce qu'il y a de bien, il y a la première étape, évidemment, là, qui est faite dans le cadre de mon travail au niveau de la commissaire aux plaintes à la qualité des services. Donc là, on fait des recommandations. Ces recommandations-là, ils tombent jamais dans le vide, hein? Et d'un, moi, je les présente au conseil d'administration, principalement au comité de vigilance. Donc, le comité de vigilance et de la qualité, c'est un comité qui est formé de 3 membres du conseil d'administration et eux, ils veillent à s'assurer que les recommandations sont mises en place. Donc, à peu près à tous les 3 mois, on se rencontre, je leur présente toutes les recommandations et ce qui a été fait, ce qui a été mis en place. Et si eux considèrent que c'est suffisant, on arrête là, sinon on va encore plus loin pour améliorer la qualité. Dans ce qui est étudié comme plainte ou motif de plainte, j'ai ici traitement reçu. Ça doit être quand même probablement assez difficile. On prend une personne comme moi. Est-ce que je peux dire, moi, je n'ai pas reçu le bon traitement? Bien, c'est sûr que... Comment vous allez évaluer ça? Avec les infirmières, avec les médecins, probablement oui, mais là, c'est parce que là, ça va loin quand même, là, quand on parle de ça. C'est sûr que moi, je vais me tourner vers les professionnels qui sont reconnus, qui sont spécialistes là-dedans. Donc, souvent, si par exemple, on parle d'un traitement à l'urgence, je vais aller voir soit le chef de programme responsable de l'urgence ou l'assistant infirmier-chef qui peuvent au moins m'aligner sur le type de traitement qu'on fait dans ce type de cas-là. Il y a toujours les politiques, les procédures, les méthodes de soins aussi qui sont des techniques reconnues. Donc, je vais beaucoup m'appuyer là-dessus pour voir est-ce qu'on a suivi le protocole qu'on doit suivre normalement. Mais ça n'empêche pas que l'usager peut avoir son opinion sur le traitement qui a été donné. C'est important qu'il peut se dire, c'est ça, il peut se dire, moi, il me semble que j'ai pas reçu le bon traitement. Sauf que là, on n'est peut-être pas placé, nous, simple commun, des mortels, parce qu'on n'est pas dans le sujet directement. On n'est pas apte à dire, probablement, je n'ai pas reçu le bon traitement. Non, mais c'est un questionnement. C'est un questionnement légitime. Puis, les plaintes, c'est peut-être justement un moyen d'avoir les réponses à ces questionnements-là, d'aller chercher la certitude que tout a été fait conformément au protocole, aux méthodes établies. Donc, ça, pour les usagers, ça peut être très rassurant aussi, là. Les soins et services sont revenus 14 fois dans vos plaintes. Est-ce que vous trouvez que c'est gros?
Bien, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une catégorie d'objets de plainte, mais dans les 14 fois, il y en a très peu qui sont revenus plusieurs fois. Donc, c'est très large la catégorie. Hein. Comme je disais, ça va du traitement qui a été reçu aux habiletés techniques, en passant par les processus de transfert. Donc, si j'aurais un élément précis de plainte qui reviendrait, donc, mettons, les habiletés techniques dans ce type de département-là, et qui sortirait 7, 8, 9 fois dans l'année, oups, là, ça nous tracasserait beaucoup. Oui, sûrement. Sauf que dans les 14 aspects, il y en a peut-être quelques-uns qui se répètent 2, 3 fois, mais jamais plus. Fait qu'il ne faut pas penser que c'est un élément qui est problématique. Ça reste qu'évidemment, à chaque plainte, quand on constate qu'il y a des lacunes, bien, il faut s'assurer de mettre des mesures en place pour améliorer la qualité. Exactement. On parle des délais en salle d'urgence. Ça aussi, c'est revenu à quelques occasions. Oui. Mais les délais en salle d'urgence, comment on peut traiter ça? Bien, un petit peu comme tout à l'heure, je disais, on en reçoit peut-être 5-6 par année. Donc, vraiment, ce qu'on va aller voir, c'est ça. Hein, on va regarder, est-ce que l'évaluation a bien été faite au triage? Donc, est-ce qu'on a donné la bonne priorité aux patients? Et ça, c'est très encadré. Hein, l'échelle de triage de gravité, là, c'est reconnu au niveau canadien. C'est très, très encadré. Donc, on va aller regarder, est-ce que l'évaluation est complète? Est-ce qu'elle a bien été faite? Les infirmières qui le font. Okay. Donc, on doit s'assurer, est-ce que toutes les données ont été rentrées? Est-ce qu'ils ont bien évalué le patient? Ensuite, on va aller voir, est-ce qu'il y a des réévaluations qui ont été faites en fonction de l'état du patient. Une réévaluation, ça peut être juste visuel, mais s'assurer que l'état du patient est stable. Donc ça, on va aller regarder ça. Par la suite, on va regarder aussi qu'est-ce qui a été fait comme prise en charge. Des fois, les gens ont l'impression, j'ai attendu 8 heures, mais ils sont allés passer des rayons X pendant ce temps-là. Ils ont pris des prises de sang également. Donc ça, c'est des délais qui sont un peu normaux. Hein? Faut attendre des résultats. Donc on va regarder tout ça, puis on va le réexpliquer ensuite aux patients. Et ce qui est normal aussi, une personne va être assise à l'urgence, elle est passée au triage, elle revient s'asseoir et une autre personne arrive, puis elle va passer cette personne-là avant plusieurs personnes qui sont déjà là, mais c'est ça qui est le tri, parce que l'urgence est là à ce moment-là pour cette personne-là. Oui, l'urgence ne fonctionne pas sur le principe du premier arrivé, premier servi. Hein. C'est vraiment en fonction de la gravité de l'état. Et ça, c'est des informations confidentielles. Donc, les gens ne savent pas que la personne qui est arrivée après eux est évaluée peut-être une priorité 3 parce que c'est un cas d'asthme sévère versus une personne qui est là pour un mal de gorge, par exemple. Une dernière question, lorsqu'il reste à peine 1 minute. Qui va procéder aux mesures correctives? Normalement, ça va être vraiment le gestionnaire responsable du département ou les directeurs si c'est de quoi d'un peu plus systémique. Mais c'est toujours avec le support des équipes parce que c'est eux qui vont les appliquer sur le terrain. Puis également avec les conseils là, que je peux leur fournir des fois dans le support au niveau du respect des droits, entre autres. Fait qu'on peut dire, Mme Lahaye, sans se tromper, on peut dire que le but de ça, c'est d'améliorer le service, c'est sûr. Et une dernière fois aussi, il serait bon de le répéter, c'est que chaque plainte, peu importe la gravité de la plainte, elle est étudiée, puis vous donnez un suivi à cette plainte-là. Oui, assurément, c'est toujours important. C'est comme ça qu'on a de l'information pour améliorer nos services. Madame Lahaye, merci beaucoup. Ce fut très intéressant. Puis bravo à vous. Puis je sais que ces plaintes-là, on ne peut pas fonctionner quand on reçoit, vous dites 21 000... à peu près 21 000 visites à l'urgence. 21 000 visites à l'urgence. C'est sûr qu'il n'y a pas 21 000 personnes qui est 100% satisfaites. Ça ne se fait pas. Mais c'est bien que vous êtes là pour apporter les correctifs, demander les correctifs, acquis de droit, puis pour améliorer justement le service. Alors, Madame Lahaye, merci beaucoup, puis on va sûrement se revoir pour d'autres bonnes émissions comme ça avec vous. Parfait. C'est moi qui vous remercie, Madame Lahaye. Courte pause et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. La Maison des soins palliatifs de Rouyn-Noranda, soit la Maison de l'Envol, a dévoilé dernièrement le résultat de sa campagne de financement Porte-à-Porte 2013. Alors, pour nous en parler, je reçois le directeur général de cette maison, M. Joël Lacourcière. M. Lacourcière, bonsoir. Bonsoir, M. Gaby. Merci d'avoir accepté cette invitation-là par un froid sibérien, il faut le dire, avec
Une conduite automobile aussi un petit peu hasardeuse, risquée. Et risquée, exactement. Alors, merci de vous être déplacé de Rouyn-Noranda pour venir parler aussi de cette maison de l'Envol qui, on ne le dira jamais assez. J'aime ça, vous recevoir. Ça fait quelques fois que vous venez à cette émission-là avec Mme Bruno, qui était avant vous directrice générale, se présentait également à cette émission-là. Parce que la maison de l'Envol, on est peut-être porté à dire que c'est une maison pour uniquement les gens de Rouyn-Noranda, mais ce n'est pas tout à fait. Absolument pas. Si la personne a de la famille à Rouyn-Noranda, elle fait partie des critères d'admissibilité. OK. C'est pour ça qu'il faut quand même bien faire la différence exactement. Entre les deux, parce que des fois, les gens peuvent dire ouais, mais ils font une campagne de financement. S'ils viennent à Macamic ou s'ils vont à La Sarre ou peu importe, à l'extérieur de Rouyn-Noranda. Mais c'est ça. C'est une maison qui sert à tout le monde. Qui sert à tout le monde. Et quelle maison, quel confort, on a des soins qui sont extraordinaires dans cette maison-là. C'est sûr que je ne suis pas méchant en disant que on souhaite ne pas y aller. Exactement. C'est sûr. Sauf que on ne connaît pas l'avenir. C'est ça. Moi, j'ai rencontré des personnes que des proches ont terminé leur jour à la maison de l'Envol. Et chaque personne me disait, les soins donnés, c'est extraordinaire. C'est une famille. Oui, exactement. Une équipe passionnée. Là. Oui. Et le commentaire qu'on a régulièrement par les patients, je suis déjà rendu au paradis en arrivant à la maison de l'Envol. Ça, c'est... Oui. Ça dit tout. Oui, ça résume tout. C'est des soins spécialisés. On n'enlève rien aux hôpitaux, mais souvent, ils ont plusieurs patients à s'occuper en même temps. Nous, on a 6 patients. C'est 6 patients? Oui, dans 6 chambres, exactement. Okay. C'est pour ça que, c'est sûr, et vous avez très bien résumé, M. Lacourcière, en disant qu'on ne veut pas rien enlever au centre hospitalier. C'est sûr, absolument que les centres hospitaliers, il y a énormément de patients, tandis que la maison de l'Envol n'a que 6 patients. Donc, les soins ne peuvent pas être les mêmes. Même si dans les hôpitaux, les soins sont quand même aussi très bien donnés. Très bien. Et on est vraiment spécialisé en soins palliatifs. C'est ça, exactement. C'est une maison qui a sa place. C'est une maison, ça je le dirai jamais assez, c'est une maison 50-50 quand on parle de financement. Exactement. Ça, là, c'est d'une extrême importance. Peut-être que les gens... c'est pour ça que j'aime sensibiliser les gens avec vous sur cette maison-là. Parce que les gens pensent que, bon, OK, la maison de l'Envol, c'est une maison, il y a 6 patients, il y a des employés, le gouvernement paye pour ça, puis bravo, on ferme les livres, champion. Plusieurs pensent qu'on fait partie du réseau. Du réseau, exactement. Voilà le mot qui me manquait. Et ce n'est pas ça. Non. Expliquez-nous le fameux 50-50. Oui. Premièrement, la maison de l'Envol est un organisme à but non lucratif. Oui. Donc, on a une subvention. En novembre dernier, on a eu un ajustement du ministère pour pas les dons, mais ce qu'ils nous donnent en subvention. Oui. Donc, on est à 68 000 par lit annuellement. OK. Donc, ce qui arrive à 50 de notre budget d'opération. Mais le 400 000 additionnel, il faut aller chercher dans la population. Voilà, exactement. Par nos campagnes de financement. On va en parler, M. Lacourcière, de cette campagne qui a pris fin, cette campagne 2013. Oui, l'automne dernier. L'automne dernier, ce fut une belle campagne et puis les gens ont encore été très généreux. Très, très généreux. La population générale de l'Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec, on en a... les gens sont généreux. Vraiment. Puis plus ça va, en tout cas, plus ils adoptent notre cause. Parce que puis il y a plus de gens qui profitent de notre maison également. Oui. Nous sommes rendus à 785 personnes qui ont passé à la maison de l'Envol. On va avoir 11 ans là, en mars prochain. Là. Mon Dieu Seigneur, que c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Oui, on vient de terminer 2013 avec 84 personnes qui sont décédées chez nous. Décédées? Oui. Décédées dans la paix. La paix, sereinement, oui, c'est ça, entourés de leur famille. Entourés de leur famille. Oui. Ça, c'est important de le dire aussi, M. Lacourcière, parce que les familles sont admises. N'importe quand, 24 heures sur 24, ils peuvent dormir dans la chambre avec
leurs membres de la famille. On a une chambre au sous-sol pour les visiteurs également. C'est vraiment, tu arrives là, c'est une maison familiale. On peut avoir 6 patients, il peut y avoir des visiteurs partout, tu rentres dans la maison, tu ne vois pas personne. C'est silencieux. Le calme total. Oui, très paisible. Autrement dit, il ne faut pas avoir peur des mots. Ces personnes-là s'en vont finir leur jour dans la sérénité, dans le calme, exactement. dans la paix. Puis oui. ça, c'est important aussi. Comme on dit aussi, sans douleur. Hein? Voilà. Partir tranquillement. C'est important de ne pas finir là. C'est le genre de maison qui devrait exister. Parce beaucoup plus. Il y en a combien? 3 en région. Il y en a 3 en région. Oui, Amos, Val-d'Or et Rouyn-Noranda. Et en Abitibi-Ouest, il n'y en a pas actuellement. Il y a 2 lits ici au centre hospitalier Macamic. C'est ça, mais il s'en vient autre chose, par exemple. Oui, ici, c'est au centre ça. hospitalier, là, Oui, quand exactement. on parle Après de rénovation majeure d'environ 20 millions là, qui va se passer là-dedans. Cette campagne-là, 2013, qui s'est tenue 28, 29, 30 septembre, 1er et 2 octobre, c'était du porte-à-porte. Ce fut une belle campagne et les gens, comme vous avez dit, ont été encore très généreux. Quels sont les résultats de cette campagne-là? Et une chose qu'il ne faut pas oublier aussi, M. Lacourcière, et j'aimerais qu'on applique beaucoup sur ça, c'est le bénévolat aussi. Oui, exactement. On a annoncé 100 000 $ et on a accumulé 107 000 $ à la campagne dernière. Alors, on avait un objectif de 85 000 $. Donc, les gens ont été généreux. Ça n'a pas de bon sens cette année. Et on a eu l'aide également de notre pèlerin québécois national, hein? Notre monsieur Doucet de Québec. Ça, c'était... qui est venu passer 3 semaines chez nous. Là, oui, on va revenir avec ce monsieur-là, qui est un monsieur extraordinaire. Ouais. Et notre campagne cette année, c'était avec l'aide de 250 bénévoles. Ça, là, qui ont sillonné toutes les encore rues une fois, on parle de générosité des gens. Parce qu'on parle de chez nous, là, Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec. On a, avec le Téléthon de la ressource, également. Je donne ça comme exemple, qu'on est rendu à un demi-million, ou à peu près. C'est la générosité des gens, mais ce sont, et ça j'appuie là-dessus, ce sont des organismes qui ne pourront jamais fonctionner sans l'aide de bénévoles. Exactement. Et l'aide de la population. Oui, il y a toutes les fondations hospitalières aussi là, qui sont en même temps que nous, puis les gens donnent quand même. On est une région qui est soudée. On est une région que quand c'est le temps de se serrer les coudes, je pense que... Oui, moi, je dirais qu'il n'y en a pas de meilleur au Québec. Exactement. Là, oui, les gens de la région là, sont faits forts, ils se serrent les coudes, puis on fonce. On va parler du fameux pèlerin quêteux que, grâce à votre générosité que j'ai pu recevoir ici entrevue, et je m'en suis fait parler, mais on m'a dit, Gaby, ce monsieur-là, on ne le connaissait pas. Pas du tout. Puis moi non plus, je le connaissais pas. Sauf que j'ai eu un bon ami à moi qui est directeur général de l'Envol qui m'a dit, mais Gaby, je vais te l'emmener, moi, en entrevue. Et ce monsieur-là, avec les commentaires que j'ai eus, a sensibilisé tellement la population. C'est incroyable. Un grand homme. Oui. Moi, là, je me prosterne presque devant lui. Oui, et d'une générosité, là... sans pareil, là. Oui, exactement. Il est venu ici avec son bâton de pèlerin. Oui, puis sa veste. Oui, vraiment. Là, il a fait le tour. Il a fait le Témiscamingue au complet. Il nous fait un tour en Abitibi-Ouest. Il a marché les rues de Rouyn-Noranda, les commerces, résidences personnes âgées. Il a animé des après-midi d'activités. Il faut le faire. Il vient de Québec. Oui. C'est ça qu'il faut dire là, pour ceux qui peut-être qui n'ont pas pris d'émission. Ce monsieur-là, c'est pas un monsieur là, de chez nous, là, de l'Abitibi. Il ne nous connaissait pas. Là. Il connaissait absolument personne ici. Absolument pas. Puis il a choisi, parce que lui, il a une fondation pour laquelle il marche et il ramasse des dons chaque année. Cette année, en 2013, le 10e anniversaire de la Maison de l'Envol. Il nous a choisi. Il a choisi. C'était la dernière région qui n'avait pas fait. Qui n'avait pas fait, exactement. Il est arrivé ici, personne ne le connaissait.
Puis je pense qu'on l'aurait tous gardé avec c'est nous. sûr, c'est sûr. Même quand il m'a appelé le printemps dernier, on était un peu sceptiques. Quelle sorte de monsieur que c'est ça? Hein? Je vais aller chez vous, je vais aller quêter, je vais aller marcher. Au début, pas trop certain. Ben, c'est ça, oui, exactement, parce que personne ne connaissait. Ben puis, non. Puis il a quand même amassé 6 000 $. Et même plus, ça rentre encore. Ça rentre encore. Oui, oui. Oui. Suite à la visite du pèlerin quêteux, voici mon don. Et... Oui. Ça veut dire qu'il a laissé sa trace. Oui, cher monsieur. exactement. Oui. Ah ouais, moi, j'en reviens pas. Oui. Quand il a passé au Témiscamingue, il est arrivé d'un commerce, et un cultivateur était là, il dit « Passez dans mon rang », il dit « On va vous donner quelque chose ». Puis il est arrivé, sa voiture était remplie d'aliments. Des patates, des carottes, c'était épouvantable. C'est vraiment, vraiment, vraiment extraordinaire. Oui. Moi, Un très beau geste de sa part. Moi, je l'ai rencontré là, ici en entrevue, là. Puis comme je vous disais, je ne l'avais jamais vu, je ne savais même pas qui il était. Vous m'en aviez parlé juste un peu comme ça. Oui, il vient, Gaby, il va marcher, il va ramasser de l'argent pour la maison de l'envoi. Et lorsque j'ai vu ce monsieur-là entrer en studio, là, moi, les yeux m'ont grossi. Je me disais, mais quelle sorte il vient de nous chercher. Hein? Oui, il vient. Oui. Voilà le mot, il vient nous chercher. Oui. Puis qui prend la peine de s'asseoir ici, puis qui me dit, c'est un honneur pour moi que de passer à votre émission. C'est un monsieur de Québec que personne connaissait absolument rien, qui vient ici, puis qui vient te dire ça. C'est ça. C'est extraordinaire. 70 ans, puis il marche. Est-ce que vous avez des jeux? Je vois ici que vous avez peut-être... Non, ce ne sont pas des jeux. Excusez, parce qu'il reste à peine 2 minutes. Oui, c'est bon. Qu'est-ce qui s'en vient d'abord? Merci à tout le monde d'avoir participé à cette campagne de financement en 2013. Oui, un succès phénoménal. Oui, exactement. Oui. Et on va passer 2014, parce qu'il reste à peine 2 petites minutes. Qu'est-ce qui s'en vient en 2014 pour la Maison de l'Envol? Début mai, notre Salon des vins des saveurs régionales. Oui, ça, qui va avoir lieu à l'Arena I Am Gold. Okay. En juillet, notre tournoi de golf annuel également. Au mois d'août, on a la randonnée du réfléchi avec tous les clubs de moto de la région. Oui, ça, c'est gros aussi. Oui, c'est ça. Il y a des belles activités. Oui. Il y a des belles activités. C'est ça. C'est sûr, l'automne prochain, on a encore notre porte-à-porte, qu'on prévoit probablement un autre 100 000 $. Et puis, en tout cas, moi, je tiens à vous féliciter, M. Lacourcière, et à vous remercier aussi. Vous êtes toujours disponible, même peut-être que les gens, quand ils vont prendre l'émission, peut-être qu'ils ne savent pas que ce matin, vous vous êtes présenté très de bonne heure en studio par une température extrêmement froide, sûr, avec des routes glacées. Puis, vous venez faire une entrevue de 15 minutes pour parler de la maison de l'Envol. C'est toujours un plaisir de parler de notre maison. Oui, exactement. Oui. Puis, merci beaucoup de vous présenter à cette émission-là. Merci beaucoup pour tout le travail que vous faites avec votre équipe à la Maison de l'Envol. C'est vraiment extraordinaire ce que vous faites. Puis, merci beaucoup au nom de toutes les personnes qui, je dois le dire entre parenthèses, malheureusement, passent là. Passent chez nous, oui. Il faut le dire, même si elles sont très bien reçues, elles sont très bien traitées, sauf qu'on est en fin de vie. C'est ça. Puis, vous donnez le support et vous donnez aussi toute la chaleur humaine à ces personnes-là. C'est grandiose. Ils viennent vivre des beaux moments à la fin de leur jour. Monsieur Lacourcière, merci beaucoup. Continuez votre beau travail. Puis, la porte de mon studio vous sera toujours ouverte, monsieur. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Puis bon succès en 2014. Puis on demande aux gens de s'impliquer aussi beaucoup pour cette maison de soins palliatifs Rouyn-Noranda, la maison de l'Envol. Monsieur Lacourcière, merci infiniment. Bienvenue. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir.